J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis vous expliqueront les coulisses, vous décrypteront les choix, les stratégies, les petits malheurs et les grandes réussites de nos hommes et de nos femmes politiques. Le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors cette semaine, comme les précédentes, et ce n'est pas terminé, le feuilleton de la réforme des retraites, bien sûr, le premier round parlementaire s'est achevé ce week-end avec la fin de l'examen du texte à l'Assemblée. On va revenir sur le climat explosif qui a régné pendant 10 jours dans l'hémicycle. Et puis on va s'intéresser à la droite qui semble au bord de la crise de nerfs, si ce n'est en pleine crise. Et puis on se posera la question, qui tire les marrons du feu social, qui tire les bénéfices politiques de cette crise? Et on se demande si ce n'est pas, bien sûr, sondage à l'appui, Marine Le Pen. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique français, comme d'habitude, les top guns du décryptage qui savent tout et tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, Antonin André, éditorialiste politique. Bonsoir Antonin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et bonsoir Juliette Droz, journaliste au Journal du Dimanche et très bien informée sur tous les partis. Bonsoir à tous. Je vous rappelle bien sûr la règle du jeu, mais vous la connaissez. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâchez tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors pour commencer, en beauté, un retour sur ces 15 jours de débat, 10 jours en réalité à l'Assemblée nationale, débat explosif. Je rappelle que le texte sur la réforme des retraites n'a pas été adopté en intégralité à cause en particulier de l'obstruction des députés insoumis qui avaient déposé, si je ne m'abuse, quelques 13 000 amendements. 13 000 amendements. Et alors on écoute la conclusion, le bouquet final d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail qui donc donnait le dernier mot vendredi soir à l'Assemblée au débat. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. Alors, personne n'a craqué, Antonin André ? Bah si, il a craqué. Le ministre, il a craqué quand même. Et c'est dommage parce que c'est vrai que Olivier Dussopt, il avait pas l'étoffe pour conduire une réforme aussi compliquée. Et il l'a fait du mieux qu'il a pu. C'est un grand technicien. C'est quelqu'un qui connaissait le dossier dans le détail. Mais c'est pas un homme qui a une surface politique très grande. C'est pas un grand orateur. C'est pas quelqu'un qui imprime beaucoup. C'est pas quelqu'un qui en impose. Il est parfois même très en dedans parce que il ne veut pas froisser ses adversaires et donc il fait attention à ne pas trop se déployer. Trop timide, trop gentil, pas assez politique, trop techno. Et puis avec une réforme indéfendable. Et il a tenu sous le feu des oppositions avec peu de ministres autour de lui qui étaient autorisés à parler. Donc il était très seul et il a été envoyé au front et il a tenu bon, effectivement, comme il l'a dit, malgré les insultes dont le point culminant a été de le traiter d'assassin. Un député insoumis qui l'a traité de... Et c'est dommage qu'il ait eu cette saillie en fin des débats parce que d'une certaine façon, on restait sur l'idée que les insoumis et que les oppositions s'étaient heurtés sur la stratégie et s'était enferré dans une stratégie qui prive finalement les Français d'un vote à l'Assemblée nationale. Et donc, je trouve que le gouvernement s'en tirait plutôt bien. Cette déclaration d'Olivier Dussopt montre à quel point ça a été dur pour lui et éprouvant, mais que, en l'occurrence, il a craqué dans la dernière ligne droite. C'est vrai que ça gâche un petit peu puisque c'est la dernière image qu'on retient. Vous êtes d'accord, Juliette Droz, il a craqué, Olivier Dussopt. Il était trop tendre, trop gentil pour cet exercice. Je ne sais pas s'il était trop tendre, Olivier Dussopt. Il faut dire qu'il a été acculé pendant toute la séquence. C'est lui qui a pris pour tout le gouvernement. C'est lui qui était au banc durant toute la séquence de débat à l'Assemblée. Vous avez cité Aurélien Saint-Toul, donc ce député de la France Insoumise qui le traite depuis les bancs de l'hémicycle d'assassin. Ça, Olivier Dussopt, il l'a pas supporté. C'est une grande violence, évidemment. Très grande violence. D'ailleurs, ça a occasionné une suspension de séance. Olivier Dussopt, il a tapé dans une porte, c'est-à-dire que physiquement, il a été extrêmement marqué par la séquence. Il a donné un coup dans
dans une porte à la sortie de l'hémicycle. Il a donné un coup dans une porte, c'est ce qui est rapporté dans un papier de l'Express. C'est d'ailleurs Aurore Berger qui l'agrippe à ce moment-là, qui le fait sortir de l'hémicycle, qui l'emmène dans son bureau pour qu'il se calme. Et pour éviter des images qui auraient été encore plus désastreuses que cette sortie-là. Et on oublie aussi une autre séquence qui a marqué Olivier Dussopt, c'est celle de Thomas Porte, un autre député de la France Insoumise, lors d'une manifestation avec la CGT Travail pas très loin de l'Assemblée. Il se fait prendre en photo le pied sur un ballon de football à l'effigie du ministre du Travail. Ça aussi, c'est une scène d'une très grande violence. Symbolique. C'est une grande violence et en même temps, c'est un peu, ça fait partie du folklore aussi de la politique des oppositions avec les goodies. C'était la défense des Insoumis, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Olivier Dussopt est quand même un peu tendre. Je veux dire, il ne doit pas craquer comme ça. Il ne doit pas, même quand il est traité d'assassin, d'une certaine façon, ça doit glisser sur lui. Je veux dire, il y a quand même un problème sur sa capacité. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut être ministre du Travail et porter la réforme des retraites et qu'on a cette ambition-là, il faut être à la hauteur. Force est de constater que sa force de caractère a quand même été très émoussée et très révélée comme étant assez faible pour mener ce combat. Il faut rappeler qu'il a en plus été juste avant l'ouverture de la séquence retraite, sous le coup d'une enquête du parquet financier pour avoir reçu des dons en nature, en l'occurrence des tableaux à l'époque où il était député et maire d'Annonay en Ardèche. Donc évidemment, ça l'a pas mis dans de bonnes dispositions. Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu tendre, un petit peu gentil, et je suis assez d'accord avec vous, Antonin, pour dire qu'il n'avait pas forcément une capacité de résistance. Mais quand même, il a été mis à extrêmement rude épreuve. Est-ce que les Insoumis sont pas allés beaucoup trop loin dans ce débat? Vous parliez du folklore. Oui, folklore, mais jusqu'à une certaine limite, non? Oui, les Insoumis, évidemment, Mathilde Panot s'est empressée de dire ça fait longtemps dans l'histoire de la politique que des députés, que des parlementaires, que des ministres sont grimés. Elle a parlé de chamboule-tout, etc. Après, beaucoup de députés insoumis étaient aussi en mode avion quand on les a sollicités sur est-ce qu'ils assumaient l'acte de Thomas Porte. Même chose quand Aurélien Saint-Toul a traité le ministre d'assassin. Donc, on a vu quand même des lignes de fracture. Quand vous dites en mode avion, c'est-à-dire qu'ils se cachaient un petit peu, ils n'assumaient pas vraiment le... Ils voulaient pas répondre, ils assumaient pas vraiment. Et puis, ces premières lignes de fracture au sein de la France Insoumise et plus largement au sein de la NUP, elles se sont révélées au grand jour à l'issue de la séquence parlementaire. Parce que ce que ça révèle aussi, c'est l'incapacité de la NUP de parler d'une seule voix, de se mettre d'accord sur une stratégie d'obstruction ou non du texte de la réforme des retraites. Et on verra quelles conclusions et quelles conséquences ça a aussi sur la suite. C'est que la NUP, elle ressort aussi affaiblie de cette séquence. C'est vrai que les alliés et même les syndicats sont pas forcément contents de cette stratégie d'obstruction des Insoumis. On en parlera tout à l'heure. Mais sur le mode avion, il y a quand même une phalange insoumise qui n'était absolument pas en mode avion. C'est celle qui était derrière Mathilde Panot et qui a fait le show pendant 15 jours, un vrai happening permanent. Et jusqu'à vendredi soir, toute fin des débats, on les écoute. C'est un groupe de députés insoumis qui arrive dans la salle des 4 colonnes et qui nous donne ce spectacle qu'on écoute. On ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Bon, on a compris, ils sont là. Antonin André, ils sont peut-être un peu trop là, les Insoumis, non? Oui, et pour prolonger ce que vous disiez, il y a deux choses. Il y a Dussopt, à mon avis, qui est trop tendre et qui, effectivement, la violence à l'Assemblée nationale, c'est pas nouveau. Et franchement, voilà, il y a eu des noms d'oiseaux et des violences de tout temps à l'Assemblée nationale. Depuis la 3e République. L'autre sujet, c'est LFI et la NUPES. Effectivement, LFI, moi, je le répète souvent à ce micro, mais je suis frappé, en fait, depuis leur arrivée à l'Assemblée nationale, à quel point ils n'ont pas compris, en fait, du tout à mon avis, ce qu'attendent les Français, les électeurs d'eux, et même la façon dont les institutions fonctionnent. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre là,
c'est un champ de manifestation de Gilets jaunes à l'origine, mais c'est un champ de manifestation. En fait, les Insoumis confondent la rue et l'Assemblée nationale, donc ils n'ont pas compris leur rôle. Le rôle des députés, c'est de débattre sur le fond des textes, sur des points techniques précis, pas de mettre des quinzaines d'amendements qui déplacent d'une virgule chaque phrase, et pas chanter... Sur l'index, le fameux index senior, ils avaient déposé un amendement qu'ils avaient intitulé « Feuille de salade », je crois. Voilà, feuille de salade, il y avait des amendements qui suspendaient la réforme dans les Outre-mer, enfin bon. Et l'Assemblée nationale n'est pas non plus la rue où on chante des chants de manifestants. Et je pense que les Insoumis, et je trouve ça assez symptomatique, Manuel Bompard est parmi ces Insoumis qui chantent « On est là, on est là ». C'est aujourd'hui le président de ce mouvement, en tout cas le principal responsable, le coordonnateur de ce mouvement. Et je pense que la France Insoumise ne se rend pas compte à quel point elle passe complètement à côté de son sujet et elle se décrédibilise dans ce débat-là. Et je pense qu'effectivement, une grande partie de leurs partenaires aujourd'hui ne veulent plus de cette NUPES dans laquelle ils sont prisonniers, de cet esprit pris en otage par cette espèce de radicalisme. Oui, de radicalité et puis de grand guignol. Et je veux dire, ils sont pas du tout à la hauteur des enjeux, pas du tout. Grand guignol, vous dites. Grand guignol, les LFI, c'est du grand guignol. C'est des gens qui auraient dû rester à protester dans la rue puisqu'ils aiment chanter des slogans, taper dans les ballons avec les têtes des ministres. C'est très intéressant. C'est pas ce qu'on attend des députés, c'est pas le rôle des députés en fait. Les députés, ils sont là pour faire la loi. Vous êtes d'accord, Juliette Droz? Est-ce que ça peut leur coûter cher, cette stratégie de guérilla permanente et le fait de confondre effectivement la rue, les travées de l'Assemblée, la guérilla syndicale et la guérilla parlementaire? Oui, moi je pense que ça peut leur coûter extrêmement cher. C'est-à-dire que les Insoumis, ils n'ont pas débattu du fond. Ils ont déposé, vous l'avez dit, 13 000 amendements sur les 20 000 de la NUP. Jusqu'au bout, leurs partenaires les ont sommés de retirer ces amendements, c'est-à-dire de pouvoir avancer dans le texte, de parler des carrières longues. On n'a pas parlé des carrières longues. De pouvoir parler des femmes. On n'a pas parlé des femmes. De pouvoir parler des seniors. Alors, on a examiné l'article 2 du texte, mais on s'est focalisé sur l'amendement feuille de salade. On n'a pas parlé de l'article 7 qui fixe l'âge de départ de 62 à 64 ans. L'article crucial qui est le cœur de cette réforme. L'article crucial du texte. Donc, les Insoumis, ils ont beau jeu de dire qu'ils ne font pas d'obstruction parlementaire, que c'est le gouvernement qui, en utilisant le 47.1 et cette procédure législative très particulière qui restreint les débats... Accélérée, procédure accélérée. Procédure accélérée. Ils font de l'obstruction parlementaire et ils privent aussi les Français qu'ils sont censés représenter d'un débat de fond. Donc, moi, je ne sais pas combien de temps cette stratégie va pouvoir durer. La question, c'est de savoir si elle va se répéter sur des textes qui sont aussi à haut risque pour le gouvernement et qui risquent de cristalliser aussi les oppositions, comme le projet de loi immigration qui va bientôt arriver dans l'hémicycle du Sénat, pour le coup, au mois de mars. Là, la séquence qui se ferme, il va falloir que la NUP accorde ses violons et peut-être que les partenaires du Parti socialiste et des écologistes s'affirment plus et décident de peser sur cette stratégie. Mais ça, Juliette, vous avez des infos selon lesquelles, effectivement, les socialistes, les écologistes commencent vraiment à ruer dans les brancards de la NUPES et sont vent debout contre cette obstruction qui a empêché l'examen de ce fameux article 7. Oui, les socialistes et les écologistes, ils voulaient débattre du fond et durant toute cette séquence à l'Assemblée, dans toutes les réunions de l'intergroupe et des groupes, ils n'ont cessé de demander à leurs partenaires: arrêtez, à un moment, il faut qu'on lâche du lest, il faut qu'on déleste tous nos amendements. On peut, durant le début des débats, faire de l'obstruction, mais à un moment, il faut qu'on débatte aussi du fond. Et ça, les Insoumis, ils l'ont pas entendu, à tel point que Jean-Luc Mélenchon a tweeté, et ce tweet, à la fin de la séquence, il a été désastreux à la fois pour les Insoumis et pour la NUP. On le rappelle, ce tweet, il dit quoi? Il dit: continuons laissons nos amendements en l'état, ne les retirons pas. Continuons à faire obstruction. Continuons à faire de l'obstruction. Et ce tweet, c'était du pain béni pour la majorité. Et ça, les socialistes et les écologistes, les communistes évidemment également, ils l'ont pas supporté. Et donc, il va falloir qu'il y ait un rééquilibrage au sein de la NUP. C'est ce que plaident les écolos, c'est ce que plaident les socialistes. Et certains réclament, je crois que c'est Sandrine Rousseau qui le réclamait récemment, un acte 2 de la NUPES. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais en tous les cas, un rééquilibrage des forces dans cette alliance de gauche. Alors, il y a quelqu'un qui n'est pas content de ce tweet de Jean-Luc Mélenchon dont vous parlez, et plus globalement de sa stratégie d'obstruction, c'est le chef de la CGT, Philippe Martinez. Pas content du tout, on l'écoute, c'était dimanche dernier sur BFM. Je ne veux pas polariser sur Jean-Luc Mélenchon. C'est une question assez... Je vous dis que ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun
puisse afficher ses positions, c'est un problème. Mais est-ce que c'est un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon ? Quand il fait des choses comme ça, non. Est-ce que vous parlez donc il joue contre le mouvement social quand il fait ce genre de choses. Il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions, et ça perturbe effectivement un certain nombre de salariés qu'on croise. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Machin. Vous parlez encore avec Jean-Luc Mélenchon ? Vous échangez ? Encore. Vous vous parlez alors ? Non, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé à Jean-Luc Mélenchon. Bon, il y a de l'ambiance, on le voit, entre le patron de la CGT et celui des Insoumis. Si même Martinez s'en prend à l'Insoumis en chef, ça veut dire qu'il est il est quand même dans un corner, il est quand même très isolé aujourd'hui, Mélenchon. Mélenchon, c'est l'hubris. C'est-à-dire que Mélenchon, tout puissant, ce rêve tout puissant, il juge même illégitime qu'il n'ait pas accédé au second tour de la présidentielle. Rappelez-vous les présidentielles passées où il avait l'impression qu'il l'avait gagné. Il avait gagné, enfin voilà, et il est aveuglé complètement par son ambition, par la certitude qu'il a un destin. Il a en plus réussi quand même, c'est vrai, à faire émerger une nouvelle génération. Il a compris aussi un moment politique où une nouvelle génération émergeait, qu'il a fait émerger. La NUPES, c'est lui. C'était quand même une belle victoire pour la gauche. Donc il est porté par tout ça, mais il en oublie au passage, en fait, j'en reviens à mon propos tout à l'heure, le fonctionnement des institutions. Mélenchon ne peut pas réussir seul contre tous, en fait. Et c'est un peu ce que LFI a démontré à l'Assemblée nationale. Et Mélenchon n'est pas plus fort que le mouvement social, il n'est pas plus fort que les syndicats qui ont une histoire, qui sont dans les entreprises implantées depuis longtemps, qui savent canaliser un mouvement social, qui sont, eux, les premiers négociateurs avant Jean-Luc Mélenchon, avec le gouvernement des lois sociales. Et en fait, il y a une espèce de fuite en avant, de course en avant, qui fait que Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, dessert même sa propre cause. C'est pour ça que je disais, les électeurs LFI, à mon avis, regardent ce spectacle avec consternation. On verra aux prochaines élections. Mais je pense que l'attitude qu'il a vis-à-vis des syndicats, qui est de se couper de ce mouvement social quasiment en s'opposant à leur stratégie, est une faute supplémentaire. Et puis on pourrait parler aussi, on n'en parlera pas parce que c'est pas le sujet du jour, mais de Quatennens, qui à mon avis est une faute politique, qui en interne dans son courant politique aujourd'hui est très structurant, et pour toutes ces raisons, moi je pense que Mélenchon est totalement disqualifié. C'est vrai que ce qui frappe, c'est que jusqu'ici personne ne bougeait une oreille chez les Insoumis, personne n'osait contester le chef, et depuis la rentrée, on a l'impression que l'affaire Quatennens a un petit peu ouvert les vannes, ça a été la boîte de Pandore, c'est-à-dire qu'en défendant becs et ongles son dauphin contre l'évidence, et en prenant parfois des prises de position totalement scandaleuses, eh bien il a ouvert toute la boîte à critiques, ce qui fait qu'aujourd'hui les Insoumis, vous le disiez tout à l'heure, Juliette, on vient à critiquer cette stratégie d'obstruction, estime qu'il faut dévier, etc. Est-ce que Mélenchon est en passe de perdre le pouvoir sur son groupe, Juliette ? Vous pensez que c'est le début de la fin pour lui ? Il va falloir regarder ce qui se passe dans les semaines qui viennent, parce que là, on est encore dans cette séquence des retraites qui a mis un petit peu la poussière sous le tapis de ce qui se passe en interne chez les Insoumis. Juste avant la séquence retraite, on l'a peut-être un petit peu oublié, mais certains qui avaient été évincés de la nouvelle direction, sur ordre de Jean-Luc Mélenchon, par exemple François Ruffin, Clémentine Autain, des compagnons de route plus historiques comme Alexis Corbière, comme Éric Coquerel, commençaient un petit peu à s'en prendre au manque de démocratie en interne à la France insoumise et par extension à la toute-puissance qu'exerce encore Jean-Luc Mélenchon sur son mouvement. Tout ça, ça a été un peu tu pendant la séquence retraite. Ça va forcément revenir comme un boomerang dans la tête des Insoumis dans les prochaines semaines. Et vous parliez de Quatennens. Il va falloir regarder aussi ce qui se passe la semaine du 8 mars à l'Assemblée. Journée de la femme, le 8 mars. Journée des droits des femmes, puisque le groupe Renaissance va porter une proposition de loi pour étendre les peines d'inéligibilité aux élus qui se rendent coupables de violences conjugales et intrafamiliales. Spéciale dédicace à Adrien Quatennens, évidemment. En interne, cette PPL, elle est baptisée PPL Quatennens, et ça va être un bon test aussi pour voir la solidité du groupe de la France Insoumise. Certains disaient, je vois pas comment on peut voter contre cette proposition de loi. Évidemment. Merci pour ces commentaires et ces infos. On prend une petite pause, on se retrouve très vite pour se demander précisément qui tire les marrons du feu de cette séquence et de cette bataille de la réforme des retraites. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Sur Radio J, on passe au deuxième sujet de notre débat. Qui profite du mouvement social ? Qui tire les marrons politiques
du feu, eh bien, il semble que ce soit Marine Le Pen. Je vais citer le sondage IFOP effectué pour le JDD publié dimanche dernier. Ce sont d'abord les syndicats qui incarnent le mieux l'opposition à la réforme des retraites engagée par le gouvernement, 43%, puis le Rassemblement national, 25%, et derrière la NUPES, 23%. Mais si on s'en tient aux personnalités plutôt qu'aux organisations, c'est Marine Le Pen qui arrive en tête, 46% devant Jean-Luc Mélenchon, 43%. Le Pen en tête, c'est une surprise, Antonin André ? Non, c'est pas une surprise parce qu'elle est complètement servie par les circonstances. Elle s'est pas du tout abîmée dans ce débat sur les retraites. Contrairement aux autres, elle est restée en retrait du mouvement social parce qu'elle est évidemment pas bienvenue, les élus du Rassemblement national, même si leurs électeurs, à mon avis, nourrissaient aussi les cortèges. Oui, les électeurs sont persona non grata. Mais les électeurs du Rassemblement national, par définition, étaient probablement nombreux, notamment dans les villes moyennes du nord et de l'est de la France. À l'Assemblée nationale, elle joue la respectabilité, la notabilité depuis le début. Elle joue même le débat constructif à l'Assemblée, puisqu'ils ont présenté moins de 1000 amendements, je crois 500 ou 600 amendements. 200 amendements. Merci. Les Rassemblements nationaux. Donc elle joue 200 amendements contre 13 000, on l'a dit. Donc elle joue ce rôle-là et avantage comparatif aussi dans le contexte actuel, puisque vous citiez un sondage. Quand on regarde la concurrence politique et les Français, quand ils répondent au sondage, ils sont pris dans le contexte. Qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient que les LR sont un parti affaibli, divisé, avec un chef, Éric Ciotti, qui n'est pas candidat à la présidentielle, donc qui n'est pas l'incarnation du parti sur lequel se projeter. Ils voient à la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, qui n'est plus député, qui est enferré, qui est affaibli dans ce mouvement social parce que sa parole aujourd'hui est erratique et on ne comprend plus bien sa stratégie. On le disait tout à l'heure. Le Parti socialiste est moribond, divisé 50-50 entre ceux qui sont adeptes de la NUPES et ceux qui ne le sont pas. Et puis, la majorité n'a pas de candidat naturel puisque Macron ne se représentera pas. Et donc, de tout ce maelstrom et de ce champ de ruines n'émerge qu'une figure qui est candidate naturelle à la présidentielle, et ça, les Français le savent, qui est à la tête d'un parti qui est en pleine dynamique, qui a 88 députés à l'Assemblée nationale, et qui joue la respectabilité. Quand vous voyez le champ de ruines et le maelstrom ambiant, elle capitalise sans rien faire. Ça veut dire que ce qui se joue là, finalement, c'est moins la bataille contre la réforme des retraites que déjà la bataille présidentielle de 2027. Vous êtes d'accord, Juliette Droz ? Oui, probablement. En fait, Marine Le Pen, elle bénéficie surtout d'un effet miroir très favorable. Elle a été très calme. Ils ont adopté une stratégie de retenue, sans sortie, sans dérapage. Mais il y a quand même un paradoxe qu'il faut souligner, c'est que ils font figure de premier opposant en ne faisant quasiment rien. Ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien proposé. Est-ce que vous retenez une mesure qui a été proposée par le Rassemblement national durant la séquence ? Vous avez raison, Marine Le Pen, on ne connaît absolument pas à l'issue de cette séquence son projet sur les retraites. On ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas ce qu'elle pense. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux pour elle parce qu'elle a longtemps prôné la retraite à 60 ans. Oui, comme Jean-Luc Mélenchon. Comme Jean-Luc Mélenchon, ça n'est plus le cas. Et donc, comme ils se sont tenus très discrets, ils n'ont pas prêté le flanc aux critiques qui auraient pu leur être renvoyées comme un boomerang par les oppositions, mais elle n'a donné aucune prise pour qu'on s'accroche à elle, ce qui fait que ni la NUP ni le gouvernement n'ont trouvé d'angle d'attaque pour l'attaquer. Et à défaut d'avoir une attitude tonitruante dans l'hémicycle, eh bien, ils sont apparus aux yeux de l'opinion comme les plus respectables, comme les plus présentables, quand bien même ils n'avaient aucune proposition concrète à présenter. C'est quand même un peu injuste et paradoxal puisqu'elle n'a rien à dire. Elle a quand même évoqué la question de la natalité, c'est-à-dire qu'en gros, si je ne me trompe pas, il fallait que les femmes françaises fassent des enfants pour combler le déficit des retraites. Vous validez cette proposition, Juliette Droz ? Oui, ils ont essayé de rentrer dans le débat, si je puis dire, par ce prisme de la natalité et par ce prisme démographique, mais qui a peu percé le mur du son finalement. On aurait pu leur opposer énormément de critiques sur le volet migratoire, par exemple. Ça n'a pas été fait et de fait, ils sortent les grands gagnants de ce débat, mais par défaut. Et c'est ça qui est terrible dans la séquence, c'est que, encore une fois, ils n'ont rien proposé. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui s'auto-alimente, c'est-à-dire que le gouvernement a une peur bleue de voir Marine Le Pen accéder au pouvoir en 2027. Et ce qu'ils disent, c'est que la NUP, en ayant cette attitude extrêmement outrancière, crée un marchepied pour Marine Le Pen, un boulevard pour l'extrême droite. Et ça, c'est aussi
un jeu dangereux, je trouve, auquel joue le gouvernement et la majorité, parce qu'ils alimentent cette possibilité, cette éventualité d'une accession de l'extrême droite au pouvoir à la prochaine présidentielle. Ah, c'est vrai que le spectacle des oppositions et de la majorité est tellement pathétique que finalement, il suffit que Marine Le Pen ne dise rien pour ramasser la mise, mais les Insoumis accuse le gouvernement de faire monter Le Pen avec cette réforme. Le gouvernement accuse les Insoumis par leur attitude de faire monter Le Pen. Qui fait monter Le Pen, d'après vous, Antonin André ? Je dirais que les oppositions, le gouvernement, il est dans son couloir. Il a un programme, la réforme des retraites était annoncée. Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi sur l'immigration aussi qui est censé répondre aux critiques récurrentes sur les OQTF et sur les obligations de quitter le territoire français qui sont très peu appliquées. Voilà, qui sont très peu appliquées, et le droit d'asile. Donc il a compris qu'il y avait des sujets régaliens sur lesquels il fallait qu'il monte pour répondre à des attentes des Français. Il y a une responsabilité, moi je pense, de la France insoumise et de la gauche qui aujourd'hui n'est plus une force d'opposition crédible. Il n'y a plus d'incarnation crédible, respectable de cette opposition-là. Marine Le Pen, elle est dans le paysage depuis longtemps et surtout, elle écrit une histoire, c'est-à-dire qu'elle a écrit une histoire, elle a fait progresser son parti. Il y a eu la dédiabolisation, elle a coupé avec son père au prix d'une rupture familiale assez lourde. Donc elle s'est mouillée, elle s'est implantée dans des territoires, le Nord. Elle est ce Rassemblement national qui s'est implanté dans l'Est et le Nord, dans les anciens bastions de la gauche, et qui aujourd'hui sont plus forts que la gauche dans ces pays-là, qui ont été abandonnés par la gauche. Donc elle a une construction politique, un cheminement politique qui est très cohérent. Elle ne parle plus tellement des questions d'immigration de façon systématique parce qu'en fait les gens ont intégré qu'elle était anti-immigrationniste. Donc elle n'a plus besoin d'en parler puisqu'elle l'incarne naturellement. Et donc cette histoire qu'elle construit lorsqu'on la compare au cycle des autres partis politiques, elle est en dynamique et elle est beaucoup plus séduisante que ce qui se passe dans le paysage politique actuel. Renaissance a Emmanuel Macron a une responsabilité, je dirais, sur la capacité à mettre en ordre son parti et à le faire vivre de façon cohérente. Et c'est un de ses échecs depuis qu'il est arrivé au pouvoir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si Emmanuel Macron disparaît, tout s'écroule comme un château de cartes. Oui, tout ne tient que par et pour lui, finalement. Alors, il y a aussi des moments où elle s'est un petit peu illustrée, Marine Le Pen, notamment lors de sa dernière motion de censure, vendredi. Un coup tactique, elle dépose sa motion, elle sait très bien que personne ne va la voter, à part les députés du RN, mais elle persiste et elle signe. Ça sert à quoi c'est efficace, ce genre de petites ruses tactiques, Juliette Droz ? Moi, je pense que c'est extrêmement efficace. C'est un excellent coup tactique. Même du côté de Renaissance, on le dit, parce que ça lui permet, en quelque sorte, d'avoir le dernier mot dans l'expression politique, dans une séquence où elle n'a rien dit. On en revient quand même au paradoxe du Rassemblement national. Elle a le dernier mot. Elle s'exprime juste avant que la Première ministre lui donne sa réponse et fasse la clôture de la séquence. Et ce qu'on me disait aussi chez Renaissance, dans un langage un petit peu fleuri, c'est qu'elle fait, en déposant cette motion, un doigt d'honneur à la NUP, qui aurait rêvé et qui a hésité jusqu'à la dernière minute à déposer à son tour une motion de censure. Le problème, c'est que le Rassemblement national, qui a souvent dans cette stratégie politique depuis le début de la mandature un coup d'avance sur la gauche, lui a damé le pion, lui a coupé l'herbe sous le pied, et la NUP s'est retrouvée encore une fois prise dans les filets d'un Rassemblement national assez intelligent sur la tactique parlementaire. Mais est-ce que ça lui apporte des points d'une quelconque manière, cette motion de censure que personne ne vote, puisque on a déjà eu beaucoup de propositions, des propositions de loi, des motions qui ont été déposées par le RN, et il se trouve toujours tout seul. Ça démontre quand même que le cordon sanitaire est toujours là autour du parti, Antonin André. Oui, il y a le cordon sanitaire, et puis ça lui rapportera pas grand-chose sur le long terme. On est quand même encore loin de la prochaine présidentielle, et on vient de vivre un épisode traumatique de cette première année de quinquennat, mais la route est encore longue. Et la pente est raide, comme dirait Jean-Pierre Raffarin. La route est longue. Je faisais pas un panégyrique, mais j'essayais d'expliquer pourquoi est-ce que Marine Le Pen aujourd'hui imprime si bien. Elle est aujourd'hui très avantagée. Ça ne veut pas dire que dans 4 ans, elle le sera encore. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, à gauche, au gouvernement. Il y a aussi des personnalités qui sont très populaires et qui ont un rôle à jouer et qui probablement
attendent encore le moment pour sortir. Je pense à Édouard Philippe, par exemple, qui peut très bien être un personnage intéressant pour la suite. Il y a un enjeu à gauche aussi de voir ce que les écologistes et les socialistes vont être capables de capitaliser ensemble. Il va y avoir des élections intermédiaires, les européennes notamment, qui sont... Donc, Marine Le Pen, en ce moment, a le vent en poupe. Elle ne fait pas d'erreur. Mais c'est pas cette motion de censure ou cet épisode-là qui lui garantit non plus d'arriver au pouvoir à la prochaine présidentielle. Donc la route est longue. Certes, l'histoire pour le moment est sans accroc, le plan se déroule sans accroc, mais la route est longue. Qu'est-ce qui est prévu, Juliette Droz, vous savez, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour essayer de préserver et faire fructifier ce capital politique qui a été acquis? Pour l'instant, on voit qu'effectivement, les députés du RN se sont démarqués des insoumis. La stratégie de la cravate a fonctionné, et on le voit avec cette séquence des retraites. Mais qu'est-ce qui est prévu pour étoffer un petit peu son jeu, pour ajouter des cordes à son arc politique dans les prochains mois? C'est quoi la stratégie, t'as prévu? Là, en fin de semaine, Jordan Bardella va ouvrir une nouvelle séquence, à nouveau un petit peu plus pouvoir d'achat, imposition. Il continue de labourer les territoires. Marine Le Pen, elle avait commencé aussi une séquence avant qu'on commence à débattre des retraites, où elle avait inauguré des déplacements dans les territoires, au plus près des Français, comme on aime à le dire, au Rassemblement national. Elle va continuer à le faire dans les mois et les semaines qui viennent. Elle fait campagne. Elle fait campagne. Elle a demandé d'ailleurs à ses députés de lui faire remonter des problématiques de terrain, des lieux où il serait plus propice de l'y voir. Donc je pense que Marine Le Pen, elle va continuer à labourer le terrain. Il y a aussi une volonté au Rassemblement national de continuer à faire monter des figures qui, pour l'instant, on peut parler, on peut émerger dans l'hémicycle. Vous pensez à qui ? Je pense à qui je sais pas trop. Sébastien Chenu qui est une personnalité qui peut irriter, néanmoins a été vu au perchoir et c'est plus à jouer ce rôle et à le jouer correctement. Puis il y a des jeunes députés aussi. Jean-Philippe Tanguy, qui est un technicien un peu desservi par son votement, mais qui est un très bon technicien de la politique, qui vient de chez Nicolas Dupont-Aignan, qui est voilà. Donc il y a un professionnalisme, et vous avez fait le portrait dans le JDD du secrétaire général, Renaud Labeille, du secrétaire général du groupe aussi, qui est un vecteur de professionnalisation de ce groupe, et on voit que tout ça est quand même extrêmement bien tenu. Et sur les questions des femmes, par exemple, vous me demandiez quelle figure. Laure Lavalette, qu'on connaît peu, députée du Var, est intervenue sur cette séquence retraite. Elle va le refaire dans les semaines à venir. Elle s'intéresse particulièrement aux questions sociales, aux questions des femmes. Quelqu'un comme Thomas Ménager, par exemple, c'est aussi une figure que le Rassemblement national veut faire monter. Il commence à aller sur les plateaux. Donc voilà, je pense que le Rassemblement national, ils sont en train de tester aussi quels sont leurs membres qui n'ont pas encore pris la parole et sont capables d'aller ferrailler sur les plateaux sans faire de sortie de route. Et c'est aussi leur défi, c'est le défi de la crédibilité. Il y avait la question de la notabilisation, de la parlementarisation du Rassemblement national. Maintenant, il y a la question de la crédibilité. Qui pourrait composer son équipe en 2027 ? C'est ce qui va se jouer aussi. Ils ont mûri, en fait, parce que tous ces personnages que vous décrivez, au début, le Rassemblement national, quand il a commencé avec Marine Le Pen, il se prenait des roustes dans les élections locales. Enfin, c'était un désastre. Les mairies, il y avait plus de... Et en fait, là où Marine Le Pen a essayer de professionnaliser les choses, c'est qu'elle a vraiment enraciné son parti en essayant de trouver localement des profils qui correspondaient à la fois à la sociologie électorale des endroits où elle allait, et qui étaient aussi des têtes bien faites. C'est-à-dire qu'on est sorti, il en reste quelques-uns qui dérapent encore, mais on est sorti des selfies en costume nazi ou en bras d'honneur, et dont on a exhumé les insultes. Et donc elle va chercher des profils de gens qui ont travaillé, qui sont parfois issus de la société civile, et qu'elle met en lumière. Elle les accompagne beaucoup plus, c'est-à-dire qu'il y a aussi au Rassemblement national maintenant une professionnalisation, y compris dans l'encadrement par des cadres et des élus, avec des gens qui leur apprennent à la communication politique, à travailler le fond des dossiers, à faire des fiches correctes, voilà. Et ça participe de cette professionnalisation dont on voit effectivement ces figures émerger. C'est le fruit aussi d'une stratégie de long terme. Et stratégie de long terme, vous le disiez aussi, on a l'impression que, alors bien sûr, elle n'abandonne pas les questions identitaires, les questions régaliennes, les questions d'immigration, mais que c'est suffisamment cranté et qu'aujourd'hui, elle se consacre au social, voire au sociétal. Ah oui, mais c'est comme ça qu'elle a conquis les terres de gauche. Le Nord, le Pas-de-Calais. Absolument. C'était en parlant à cette France délaissée par la gauche, qui a des problèmes de pouvoir d'achat, et elle a installé une fibre sociale, mais sur le plan de pouvoir d'achat et économique, là où le Rassemblement national avait en numéro 1
la lutte contre l'immigration, qui était vraiment son étendard. Et elle a d'une certaine façon refait cette hiérarchie-là. C'est-à-dire que la lutte contre l'immigration, c'est l'histoire du Rassemblement national, c'est son ADN. Donc, il est plus nécessaire de le sortir à tout bout de champ. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour le Rassemblement national, c'est de montrer qu'on est au proche, en proximité des gens, de leurs problèmes quotidiens. Donc, les villes moyennes, les supermarchés, la France périphérique, des gens qui ont des problèmes de carburant, l'essence, c'est un sujet sur lequel elle a beaucoup investi. Et donc, elle complète en fait sa palette avec cette palette sociale pouvoir d'achat qui effectivement aujourd'hui est probablement le créneau sur lequel elle veut le plus exister, comme vous l'aviez dit en sillonnant dans le pays, beaucoup plus que sur l'immigration qu'elle peut laisser traiter par Bardella ou par d'autres. Elle doit montrer aux Français qu'elle est en empathie avec eux et avec leur quotidien. Alors je vais faire le lien avec le débat précédent, mais est-ce que c'est pas un souci quand on veut démontrer aux Français qu'on est en empathie avec eux, qu'on est attentive aux problèmes sociaux, c'est pas un souci que de ne pas pouvoir défiler dans la rue, de ne pas pouvoir se montrer aux côtés des syndicats. Alors on a vu que le sondage tendait plutôt à prouver le contraire, mais c'est quand même en termes d'affichage un peu problématique, non ? Je suis même pas sûre que ce soit un problème. Personne ne reproche à Marine Le Pen le fait de ne pas aller défiler avec les syndicats, où elle ne serait pas la bienvenue, mais personne ne lui reproche ça. Et quand bien même elle ne va pas dans la rue, la NUP est de tous les cortèges, elle n'y va pas, et elle récolte quand même les fruits, selon le sondage du JDD, du meilleur opposant. Donc pour moi, ça n'empêche en rien sa légitimité, en tous les cas, la manière qu'elle a de parler et d'avoir la visibilité sur les questions sociales, les questions de pouvoir d'achat, et de capitaliser là-dessus. Juste pour compléter sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le volet migratoire, c'est de l'acquis, elle en parle plus. Ils veulent investir des champs que le Rassemblement national n'avait jusqu'alors pas expérimenté ou peu expérimenté. En discutant avec des députés, c'est assez frappant, ils veulent shipper des sujets qui sont très chers à la gauche. On parlait de la culture, par exemple. On a très peu entendu parler le Rassemblement national de culture. Ils travaillent actuellement dessus. On a très peu entendu parler le Rassemblement national des sujets d'éducation. Ils veulent intervenir là-dessus dans les prochaines semaines. Donc ils sont en train petit à petit de combler ou de trouver les pièces du puzzle qu'il manque pour en faire un parti crédible, respectable et solide, avec un programme complet qui va au-delà des questions migratoires. Et ça rejoint ce que disait Antonin tout à l'heure sur le fait que, très clairement, elle se prépare pour une seule bataille, c'est celle de 2027. Il y a une vraie hantise à l'Élysée, une vraie peur de devoir laisser les clés du camion à Madame Le Pen. Imaginez la cérémonie de passation de pouvoir avec Macron qui donne les clés du pouvoir à Le Pen. Emmanuel Macron, plusieurs fois, s'en est ouvert à ses proches à l'Élysée sur sa grande crainte de se retrouver sur le perron de l'Élysée à serrer la main de Marine Le Pen. Mais après tout, quand on voit la dynamique effectivement à la présidentielle, on voit qu'elle se rapproche de plus en plus du but. 42% la dernière fois au deuxième tour. Giorgia Meloni en Italie, Trump aux États-Unis en son temps, Viktor Orban, et les démocraties européennes ne sont pas du tout à l'abri de ce genre d'élection, d'autant qu'elle joue maintenant la candidate du système, la candidate qui protège. Donc il y a une vraie possibilité, je pense qu'on aurait tort de croire que ça n'arrivera pas, parce que les dernières législatives d'ailleurs le montrent, et le paysage politique aujourd'hui, s'il y avait une élection présidentielle aujourd'hui, par exemple, bien malin serait celui qui pourrait dire qui arriverait en tête. À mon avis, ce serait Marine Le Pen. D'autant qu'on ne connaît pas évidemment le casting, surtout du côté de la majorité, puisqu'Emmanuel Macron ne se représente pas. Merci pour ces explications fort instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer le meilleur pour la fin, les déboires magistraux de la droite face à la réforme des retraites. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe à la troisième et dernière partie de notre débat, la droite dans tous ses états, last but not least. Alors, on résume, c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'être clair. À peine Éric Ciotti était-il désigné président des Républicains que l'un de ses challengers battus, Aurélien Pradié, le député du Lot, ruait dans les brancards. Alors que Ciotti était tombé d'accord avec la première ministre Elisabeth Borne sur la réforme des retraites, lui n'a cessé de contester. En un mois, il a multiplié, Pradié, les écarts et les provocations. Et à l'arrivée, il ne faut pas pousser Ciotti dans les orties, puisque le couperet est tombé samedi. Le patron de LR a renvoyé sèchement Pradié de son
poste de numéro 2 qu'il lui avait octroyé. Antonin, qu'est-ce qui se passe chez les Républicains ? Alors, je vais essayer d'avoir un rôle pas évident. Je vais essayer d'être l'avocat de Ciotti. L'avocat du diable. Voilà, l'avocat d'Éric Ciotti qui, dans un parti bonapartiste, a comme point commun avec Bonaparte d'être de petite taille, mais il y a guère plus de points communs entre les deux hommes. Vous êtes dur. Et en l'occurrence, Éric Ciotti, sa difficulté, c'est que si vous voulez, les LR, et donc un parti bonapartiste qui a besoin d'un chef et d'une incarnation forte. Éric Ciotti n'est pas candidat naturel à la présidentielle. Donc déjà, son autorité est entaillée de moitié. Il a un parti qui a fait moins de 5% la dernière présidentielle, et il essaye de sauver l'héritage de 61 députés, pour essayer de lui donner une cohérence avec la figure tutélaire de Nicolas Sarkozy au-dessus, qui lui aurait bien ouvert les bras à un pacte de gouvernement avec Emmanuel Macron. Donc la tâche pour lui est quand même colossale, et je pense que la seule erreur qu'il ait faite, parce que je trouve que sa négociation avec Elisabeth Borne était bien menée. Il y avait une forme de cohérence. Il faut rappeler que les Républicains défendaient la retraite à 65 ans. Depuis des années. Depuis des années. Ils ont négocié avec la Première ministre un certain nombre de points qui étaient importants pour eux, sur les carrières longues notamment. Et je trouve qu'il y avait une cohérence dans ce discours-là qu'on entendait. C'est-à-dire soutien sur un texte important parce qu'on ne peut pas se renier sur la retraite, mais qui ne veut pas dire forcément blanc-seing. Et en plus, comme il y a un texte immigration qui arrivait derrière, le calendrier était pas mal fait. On pouvait très bien dire on est responsable sur les retraites et sur l'immigration on s'oppose parce que ça nous paraît irresponsable. L'erreur qu'il a commise, c'est qu'il a coupé la tête de Pradier, mais trop tard. Il aurait fallu la couper avant. Quand même, ça fait quelques semaines, ça fait un peu plus d'un mois qu'il est aux manettes. Un mois et demi. C'est pour ça que je vous dis, il aurait dû lui couper la tête. D'entrée de jeu. Bien sûr. À partir du moment où Aurélien Pradier se met à prendre des positions publiques qui sont contre la majorité du groupe et contre la majorité qui mandate son chef pour aller négocier à Matignon, désolé bonhomme, t'as 36 balais, t'es dans un parti bonapartiste, il faut d'abord faire ton apprentissage avant d'aller faire la star sur les plateaux télé. C'est le côté Star Academy. Aurélien Pradier, il n'a pas bien compris. Et je pense qu'Éric Ciotti, malheureusement, aurait dû être plus sévère qu'Alexis Laroche-Joubert. Alors, c'est vrai que Pradier, il n'était pas du tout en phase, vous l'avez dit, à la fois avec les positions du parti, mais parfois même avec ses propres positions, puisqu'il y a quelques mois, il défendait encore la retraite à 65 ans. On écoute d'ailleurs à ce propos François-Xavier Bellamy, l'autre numéro 2 de LR, qui lui ne s'est pas encore, enfin pas à ce stade, pas encore fait licencier. Maintenant, il y a un problème de cohérence avec la ligne de notre famille politique, avec la ligne historique de notre famille politique. Ça fait des années maintenant que la droite dit, et je crois qu'elle le dit à raison, qu'il faut absolument que si nous voulons que la France relève la tête, nous soyons capables de travailler plus. Ça veut dire une réforme des retraites, pas seulement, mais ça veut dire aussi une réforme des retraites, et cette cohérence-là, je crois que c'est la condition pour que notre famille politique puisse se relever. Et puis c'est une cohérence même personnelle, parce que moi, quand je lis ce qu'Aurélien Pradier disait, quand j'entends ce qu'il rappelait il y a encore quelques mois, je me sens en parfait accord d'ailleurs avec le constat qu'il portait quand il disait par exemple que pour notre génération, la principale question n'est pas de savoir à quel âge on partira à la retraite, mais de savoir si on aura une retraite. Et le principal sujet, c'est d'abord de sauver le système de retraite. Bon alors, une petite perfidie, vous l'aurez bien remarqué, François-Xavier Bellamy rappelle que Pradier a toujours été d'accord avec l'allongement de l'âge légal de départ. On reviendra sur ce que disait tout à l'heure Antonin sur l'acte d'autorité d'Éric Ciotti, mais expliquez-nous un petit peu les dessous de ces contradictions. À quoi il a joué Aurélien Pradier dans cette séquence ? Comment a-t-il fait pour s'opposer avec autant de constance et de fracas à une réforme qu'il a toujours défendue ? On en revient un peu à ce que disait Antonin tout à l'heure. Éric Ciotti, il aurait dû lui couper la tête beaucoup plus tôt. Alors certes, Aurélien Pradier, il a défendu comme ses pairs la retraite à 65 ans pendant la campagne présidentielle, pendant la campagne des législatives, mais c'était un petit peu son moment de gloire. Donc lui, il a décidé de s'arc-bouter sur les carrières longues et cette nécessité de 43 annuités pour tout le monde, alors que la réforme prévoyait 44 ans pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Donc c'était un petit peu son moment de gloire. Et quand même, on peut saluer le fait que Aurélien Pradier, il a réussi sur cette thématique des carrières longues à se hisser quasiment au niveau de la Première ministre. C'est quand même Elisabeth Borne qui lui répond et qui lui fait cette concession. Dans le journal du dimanche, Dans le journal du dimanche, sur les carrières longues. Donc il a plutôt bien joué, Aurélien Pradier. Il a
perdu sa tête, si je puis dire, le week-end dernier, mais il ne désarme pas. Et là, il va falloir voir comment Éric Ciotti gère les choses. Il le démet de ses fonctions de vice-président du parti. Les proches d'Aurélien Pradié disent « la guerre est déclarée ». Et ce vendredi, Aurélien Pradié est en meeting à Pessac, en Gironde, où il ne manquera pas de mettre les points sur les i et de dire ce que lui veut faire à l'avenir. Alors, on va parler bien sûr de la guerre Ciotti-Pradié qui s'installe, mais juste une question, elle a quand même fait des concessions, Elisabeth Borne, vous le disiez, sur les carrières longues, sur les 1 200 €. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient mises dans le panier par la chef du gouvernement. Et à chaque fois, Aurélien Pradié, il augmentait les enchères, il disait c'est pas assez, je vais voter contre. Pourquoi, à votre avis? Vous expliquez ça par le quart d'heure de gloire, le quart d'heure warolien qu'il s'est offert à cette occasion? C'est tout simplement en n'étant pas d'accord avec son parti qu'il a fait parler de lui? Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a une sorte un peu d'égo trip chez Aurélien Pradié qui veut incarner cette droite sociale au sein de LR, et il a joué la surenchère, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement ou la majorité lâchait un tout petit peu de lest, il disait ah bah non mais il y a une petite ligne moi que je veux en plus, à tel point que Éric Ciotti à un moment il en a eu marre. Le beurre, l'argent du beurre et les aides de la PAC. À la fin de la séquence, il a quand même été applaudi par les élus de la NUP. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder. C'est un comble. C'est ce qui a fait d'ailleurs un petit peu dégoupiller Éric Ciotti, qui a décidé à ce moment-là de l'exclure. Exactement. Et le lendemain, il a décidé de l'exclure. J'ai envie de dire un peu trop tard. Le mal a été fait. Il a laissé son vice-président bafouer la ligne du parti pendant toute la séquence. Alors pourquoi, vous êtes tous les deux d'accord sur ce point, mais pourquoi Ciotti a tant traîné à sanctionner le trublion? Parce que je pense que Ciotti avait à cœur de maintenir une forme de rassemblement dans son parti et d'unité, et que normalement dans un parti, effectivement sur des sujets aussi structurants, on débat en interne, on a une position commune et on la défend collectivement. Et il a sans doute cru un peu naïvement que Aurélien Pradié jouerait ce jeu-là. Et il lui a laissé trop de champ, mais je pense qu'il avait le souci vraiment avec Ciotti d'arriver à rassembler tout le monde. Et dans un contexte où la réforme des retraites arrivant, la prise de parole de Nicolas Sarkozy par-dessus, était vraiment un moment politique extrêmement compliqué, extrêmement fin à jouer. Encore une fois, je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti, en dehors d'avoir laissé trop de lest à Aurélien Pradié, mais je vois pas comment est-ce qu'il aurait pu faire autrement sinon. Et pour en venir à Aurélien Pradié, je pense que on verra, effectivement, il a réussi son moment de gloire, mais je veux dire, pour partir seul la fleur au fusil quand on a 36 ans et qu'on est élu du Lot, dans un parti qui va quand même pas très bien, jouer sa carte personnelle plutôt que le collectif, je suis pas sûr, in fine, que les électeurs, y compris de la droite, le créditent de cette attitude. Et on a vu par le passé dans la vie politique beaucoup de félons se retrouver dans le caniveau. Et je pense qu'Aurélien Pradié devrait méditer aussi son histoire politique, parce que ses aventures sont peut-être des moments de gloire, mais ils sont souvent des moments de gloire très éphémères, et c'est pas là-dessus qu'on construit un avenir politique et un parcours politique. Alors c'est vrai qu'il y a la stratégie individuelle plutôt, qui est souvent sanctionnée par les militants, mais il y a aussi la malédiction traditionnelle, c'est un peu comme dans Tintin, vous savez, les 7 boules de cristal, du numéro 2 de LR. On avait eu NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait mal terminé. On avait eu Guillaume Pelletier, qui a même atterri chez Zemmour avec le succès que l'on sait, alors qu'il avait été numéro 2 de LR. Est-ce que Pradié s'est un peu grillé, comme semble le dire Antonin? Vous êtes d'accord, Juliette? Je pense que l'erreur originelle d'Éric Ciotti, c'est de l'avoir nommé vice-président du parti. Ouais. On se souvient le jour où il a publié son organigramme le nouvel organigramme des LR. Il a mis énormément de temps à constituer son équipe. C'était une armée mexicaine. Il a voulu contenter tout le monde. Ça ressemblait un peu du François Hollande en son temps au Parti socialiste. La synthèse à tous azimuts. Exactement. Aurélien Pradié numéro 2, mais à égalité avec François-Xavier Bellamy, proche notoire de Bruno Retailleau au Sénat. Finalement, cet organigramme, il a plu à personne. Éric Ciotti, il a tenté de jouer le collectif, il a tenté de jouer le rassemblement et l'unité de son parti. Peut-être qu'il aurait dû un petit peu anticiper les choses, les velléités indépendantistes de certains comme le député du Lot. Après, cet acte d'autorité de le démettre de ses fonctions, est-ce que ça va marquer un sursaut ou un nouvel épisode de la décomposition de la droite? Est-ce qu'il s'est abîmé, lui? Est-ce que son autorité est ébréchée au point de menacer la suite des opérations à LR pour Éric Ciotti? Aurélien Pradié? Pour Éric Ciotti, est-ce que cet épisode empêche Éric Ciotti d'exercer son autorité à la tête du parti? C'est difficile à dire. Il a péché.
il a péché. Son autorité, elle est entachée. Au moment où il scelle en grande pompe l'accord avec le gouvernement, tout ça est extrêmement bien scénarisé. On se dit que tous les républicains sont embarqués dans la bataille. Eh ben, on nous apprend 2 jours plus tard qu'il y en a 10, 12 qui vont peut-être pas voter la réforme. On nous apprend après qu'il y en a 10, 12 qui veulent déposer un amendement de suppression de l'article 7 sur l'âge légal. On nous apprend que Aurélien Pradié veut finalement une concession sur les carrières longues. Donc, son autorité, elle est quand même un petit peu bafouée. Et puis, même le gouvernement n'avait plus confiance dans les Républicains. Oui, parce que Elisabeth Borne, visiblement, quand Pradié ou des députés LR contestaient ou votait contre tel ou tel article, elle appelait Ciotti pour demander mais qu'est-ce qui se passe ? Je croyais qu'on avait un accord. À tel point que dans la majorité, on se disait de toute façon, ok, on a scellé un prétendu accord au mois de décembre et là, il va falloir compter que sur nous-mêmes parce que les Républicains, on n'arrive plus à les compter, eux-mêmes ne savent plus se compter et on ne sait pas où on va avec eux. Ne savent plus où ils habitent. Alors, le texte de la réforme des retraites, pour l'instant, c'est la trêve parlementaire. Il arrive au Sénat la semaine prochaine et Sénat, c'est une majorité de droite. Qu'est-ce qui va se passer, Antoine ? Justement, il y a une deuxième manche quand même pour Éric Ciotti. Et je pense que Bruno Retailleau a plutôt intérêt à jouer la carte Ciotti. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR. Il a plutôt intérêt à être dans le même attelage que Éric Ciotti. D'ailleurs, ils sont à peu près sur la même ligne sur les retraites. Je pense que Olivier Marleix, Éric Ciotti et Bruno Retailleau, c'est un peu plus crédible et sérieux que Aurélien Pradié. Et donc, effectivement, la droite est majoritaire au Sénat. Elle va faire entendre sa voix. Elle va sans doute peut-être même durcir un peu le texte sur certains aspects parce que la ligne au Sénat est peut-être un peu plus dure que celle des LR. Et puis, ce sont des gens, les sénateurs qui ont, si vous voulez, la sagesse des gens qui sont élus pour un long moment. Donc, souvent depuis un long moment. Et depuis un long moment. Donc, ils ont quand même beaucoup plus de facilité à vraiment voter en termes de conviction, sans forcément être perméables aux pressions à la fois de la rue et à la fois de leur propre parti ou des propres guerres internes. Ils ont une indépendance, les sénateurs, qui est et donc une conviction qui est beaucoup plus forte et ancrée que les députés. Donc peut-être qu'Éric Ciotti, s'il manœuvre bien avec Retailleau et Marleix, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre homme. Marleix, c'est le chef des députés. C'est le chef de la colo de Aurélien Pradié. Avec l'aide de Retailleau, Éric Ciotti peut peut-être quand même récupérer un peu d'autorité. Mais vous avez raison, je pense que son autorité est entachée. Alors, ceci dit, son autorité, elle est affaiblie de façon originelle, puisque je le redis, on est dans un parti bonapartiste et qu'Éric Ciotti, depuis le départ, dit qu'il n'a pas d'ambition présidentielle. Ça, c'est ce qu'on dit, et puis l'appétit vient en mangeant, souvent, en politique. Enfin, il a parlé de Laurent Wauquiez. Quand on fait ce genre de déclaration dans un parti comme les LR, ça n'inspire pas le respect des cadres et des élus. Alors, vous citiez Laurent Wauquiez, qui quand même, si Éric Ciotti n'est pas candidat, lui, il pense fortement à ce que ce soit justement Laurent Wauquiez. Lui-même, il pense évidemment beaucoup, mais ne dit pas grand-chose, reste très discret, notamment dans cette grande réforme. Comment vous expliquez cette absence, Juliette Droz, de Laurent Wauquiez ? Qu'est-ce qui se passe ? Lui aussi, il se cache ? Le courage, vous l'avez acheté. Elle est difficile à défendre, cette réforme. Elle est difficile à assumer, surtout dans un secteur, la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il y a eu énormément de manifestations. Donc je pense que Laurent Wauquiez, il veut pas s'exposer. Pas encore. C'est pas le moment. Notamment dans sa ville du Puy-en-Velay. Vous parlez il y a eu des très gros cortèges au Puy-en-Velay. Il veut pas s'exposer, c'est pas le moment. Il n'a aucun intérêt à s'exposer. C'est pour ça qu'il laisse Ciotti manœuvrer, peut-être malhabilement. Il le laisse en première ligne, mais il n'a pas d'intérêt. Et chose qui est intéressante à remarquer, c'est que sa propre suppléante, Isabelle Valentin, à l'Assemblée nationale chez les Républicains, a été co-signataire d'un amendement de suppression de l'article 7 sur l'âge légal de la réforme des retraites. Alors que lui-même le soutient, ce qui est quand même alors que lui-même la soutient. Donc, non, je pense que Laurent Wauquiez, c'est tout à fait calculé, c'est bien calculé. Il n'a que des plumes à perdre à s'exprimer là maintenant sur le dossier. À l'inverse d'un autre qui s'est exposé, à mon avis, un petit peu malhabilement, c'est Xavier Bertrand. C'est-à-dire que lui continue à apparaître systématiquement. Il supporte pas qu'il y ait un grand débat de société sans qu'il puisse donner son avis parce qu'il pense que les Français l'attendent et la droite l'attend. Je suis pas sûr que la stratégie de Xavier Bertrand soit la meilleure et sans doute que Laurent Wauquiez, en choisissant d'aller prier la Vierge Noire au Puy-en-Velay, est plutôt dans une stratégie qui, à mon avis, sera plus payante à long terme. La stratégie de la discrétion. Alors, comment vous expliquez un tel écart ? C'est quand même étonnant. Alors, on a vu qu'il y avait des positions différentes au sein de LR, mais un tel écart entre les députés LR et les sénateurs LR. Alors, il y a, certes, vous le disiez, le temps long qui agite, qui conduit plutôt les comportements au Sénat. Les sénateurs aiment le compromis, etc. Ils aiment moins le clash. Mais enfin, c'est le même parti quand même. Ce sont des parlementaires du même parti. Qu'est-ce qui se passe ? D'un mot juste, quand même,
pour ce qui concerne les députés, et c'est la distinction, donc je reprends cette métaphore du temps long, c'est que les députés à l'Assemblée nationale, les LR, sont beaucoup issus d'une génération assez récente qui est élue de territoires qui sont un peu différents des bastions traditionnels des LR. On n'est pas dans la France de Neuilly, la France des métropoles, la France bourgeoise périurbaine. France rurale plutôt. Voilà, on est dans la France rurale, dans la France voire des villes moyennes, pas forcément rurales, parce qu'il y a une partie de cet électorat-là aussi auquel ces élus, comme Aurélien Pradié, a su parler au moment des Gilets jaunes et en dehors de leur étiquette, même politique, être des figures locales qui se faisaient élire. Pierre-Henri Dumont dans le Nord, enfin, il y en a un certain nombre comme ça. Et ils ont un ADN politique et une sociologie politique qui n'est pas du tout la même que celle des sénateurs. Et donc, sur des sujets comme les retraites, ou des sujets qui sont des sujets de long terme, où la droite s'est structurée sur le long terme et sur le temps long, ce sont des gens qui sont affranchis en fait de ces règles-là et de cette pensée, de cette philosophie politique-là, et qui revendiquent une liberté beaucoup plus grande. C'est ce qu'a fait Aurélien Pradié. Mais c'est, je pense, ce qui explique en partie la différence majeure entre les sénateurs et les députés LR. À chaque élu sa position. On souhaite bon courage à Éric Ciotti pour mettre tout le monde d'accord. Eh bien, merci à tous les deux pour vos explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout de l'âpre bataille de la réforme des retraites à l'Assemblée, de la stratégie de Marine Le Pen, des déboires de la droite. On se retrouve mercredi prochain 21h pour la nouvelle édition de Ça reste entre nous en compagnie des meilleurs décrypteurs. Et d'ici là, bien sûr, je compte sur vous, Antonin, Juliette, sur votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J. C'est tout ceci reste entre nous. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon,